Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 mai 2024 pour un nouveau rapport de situation qui sera extrêmement court, je m'en excuse, mais l'actualité de cette semaine a été principalement occupée par, on va dire, 4 faits majeurs: l'offensive russe en région de Kharkov, l'investiture du président Vladimir Poutine, le jour de la victoire et le jour de la République. Comme de plus j'ai encore la vidéo de cette dernière journée, le jour de la République, à finir de sous-titrer. Si je veux pouvoir vous la publier cette nuit, il faut que le site-rep reste relativement court. Donc encore mes excuses pour ce format extrêmement short. Comme je disais, la grande nouvelle de cette semaine, c'est le lancement de l'offensive russe en région de Kharkov, une mesure rendue nécessaire par le fait que l'Ukraine continue de bombarder quotidiennement la région de Belgorod, de la frapper avec des drones, y compris contre des véhicules civils. Le 6 mai, on a un drone ukrainien qui a frappé un autobus d'une société agroalimentaire, faisant 6 morts et 33 blessés, tous des civils. Donc là, au bout d'un moment, la Russie a décidé que trop c'était trop et qu'il fallait mettre en place une zone tampon entre la région de Belgorod, celle de Koursk aussi, et le territoire ukrainien d'où ces missiles, roquettes et drones peuvent être envoyés. L'attaque a commencé le 10 mai au matin, après de lourdes frappes d'artillerie, de l'aviation russe, des systèmes de lance-roquettes multiples, des missiles, tout y est passé. Vraiment, il y a eu une nuit et un début de matinée le 10 mai qui ont été extrêmement intenses. Très vite, les forces armées russes ont pris le contrôle de plusieurs villages. En quelques jours à peine, on a pris déjà le contrôle de Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pilnoye, Strelechnie, Krasnoye, Morokhoviets, Olejnikovo et Gatishchie. Alors oui, je sais, pour ce dernier village, là on a une vidéo qui a été faite par les soldats russes, qui risque de mettre quelque peu en PLS les journalistes, je sais pas si on peut appeler ça encore ça comme ça, de France 24. Qui nous ont sorti mordicus qu'il n'y avait aucune preuve que les Russes avaient pris un certain nombre de villages en région de Kharkov. Bah ouais, désolé les gars, mais si des preuves, il y en a, voilà. L'armée russe a également pris pied à la périphérie nord-ouest de Staritsa et est entrée déjà dans Volchansk où des combats sont déjà en cours. La ville a été évacuée en catastrophe. Des ponts sur le Seversky Donetsk ont été détruits et on a déjà un grand nombre de prisonniers ukrainiens qui ont été faits. Prisonniers qui viennent des forces armées ukrainiennes, d'unités qui appartiennent au GUR, donc c'est-à-dire la direction du renseignement militaire ukrainien, entre autres des soldats de Kraken, de la fameuse Légion de libération de la Russie, la RDK, qui est un terreau de néo-nazis, qui est une organisation terroriste interdite en Russie. Des gardes frontières aussi se sont rendus. Ils ont fait le bon choix. Une mesure qui s'avère d'autant plus nécessaire quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. L'armée ukrainienne a bombardé Belgorod avec du missile Tochka-U, qui est, je rappelle, du missile balistique soviétique, qui pèse quand même 2 tonnes, du lance-roquette multiple Vampire, du lance-roquette multiple Olkha. Le Tochka-U aurait été abattu par la défense antiaérienne russe, mais est tombé sur un immeuble d'habitation, détruisant totalement une partie de cet immeuble de 9 étages. Le bilan actuel est d'au moins 11 morts. Et de nombreux blessés. Le bilan va encore évoluer parce qu'ils sont encore en train de fouiller les décombres. Les sauveteurs ont dû s'interrompre à 3 reprises dès qu'il y avait des alertes aériennes, c'est-à-dire dès qu'il y avait des alertes à des nouveaux bombardements ukrainiens. Les sauveteurs devaient s'arrêter, aller se mettre à l'abri dans les caves, attendre que ça passe pour recommencer. Donc forcément ça ralentit le travail. Des nouveaux corps ont été trouvés là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes. Les fouilles donc se poursuivent, donc le bilan va encore évoluer. J'espère qu'on va retrouver un maximum de personnes en vie, mais en tout cas c'est une véritable catastrophe. Près de Kupiansk, l'armée russe de son côté a pris le contrôle de Kislovka et Kotliarovka, et près d'Avdeïevka, l'armée russe progresse à l'ouest d'Arkhangelskoye. Donc on voit qu'un petit peu partout sur le front ça bouge, c'est lent, c'est du grignotage, mais c'est nécessaire pour préserver la vie des soldats russes.
Et puisqu'on parle de bombardement terroriste, le 7 mai, l'armée ukrainienne a utilisé les nouveaux missiles ATACMS d'une portée de 300 km pour frapper un dépôt pétrolier en RPL. Il y a eu plusieurs victimes parmi les civils, de nombreuses habitations ont été endommagées. Cette semaine, eh bien, encore et toujours, l'armée ukrainienne a bien sûr bombardé la République populaire de Donetsk pendant les fêtes du jour de la victoire et du jour de la République. C'est habituel, je vous l'ai déjà dit, au moment de Pâques, du Nouvel An, de toutes les fêtes nationales, eh bien, l'Ukraine en profite pour mener des bombardements de terreur. Le pire fut bien sûr celui d'hier, le 11 mai, lorsque l'armée ukrainienne a bombardé un restaurant à Donetsk, près duquel des gens s'étaient rassemblés sur un parking pour commencer un rallye automobile pour fêter le jour de la République populaire de Donetsk. Ce bombardement a fait 3 morts et 8 blessés. Il a été mené avec des HIMARS. Voilà à quoi servent les armes occidentales qui sont fournies à l'Ukraine, à bombarder des restaurants, tuer des serveuses. Voilà, c'est quand je vous dis qu'ils utilisent les armes occidentales pour commettre des crimes de guerre, voilà, vous en avez encore la preuve. Cette semaine, sur le plan militaire, l'armée russe a aussi lancé des exercices impliquant l'usage d'armes nucléaire tactique pour ramener les Occidentaux à la raison, concernant entre autres l'envoi de troupes en Ukraine, parce que maintenant ça recommence, dans la suite de Macron, il y en a d'autres qui commencent, ah bah oui, mais peut-être que nous aussi on enverrait des gars. Moscou a donc tenu à rappeler que 1, elle a l'arme atomique, 2, cette dernière est en état de fonctionnement, et 3, les soldats russes savent s'en servir. J'espère que ça va enfin rentrer dans la petite tête de Micron et de tous les autres tarés qui envisagent d'aller envoyer leurs troupes en Ukraine. Et puisqu'on parle de ça, cette semaine, près de Belogorovka, en République populaire de Lugansk, eh bien, les soldats russes ont découvert le corps d'un soldat combattant côté ukrainien qui porte en chevron le drapeau français. On a eu un lecteur qui a cru que c'était le drapeau du Gabon, mais non, c'est bien le drapeau français. Alors on ne sait pas s'il s'agit d'un mercenaire français ou d'un soldat français, mais ce genre d'image devrait faire réfléchir ceux qui soutiennent l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Vous êtes prêts à avoir ce genre d'image par milliers? Vous êtes sûr? Non, parce que c'est ce qui va se passer. Ça va être soit ça, soit les mecs vont se rendre. Comme les soldats ukrainiens là, qui, en région de Kharkov, se rendent en masse. C'est monstrueux. Je veux dire, on a déjà fait une quantité énorme de prisonniers en à peine 3 jours. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez voir des images de soldats français qui se sont rendus aux soldats russes ou qui finissent comme ce combattant mort? Enfin, vraiment réfléchissez-y, parce que je pense que là, faut quand même que vous compreniez que là, c'est pas Call of Duty. Non, c'est une vraie guerre contre la deuxième armée la plus puissante au monde. Voilà, réfléchissez. Voilà, je vous dis ça comme ça. Comme je vous le disais, donc cette semaine, on a eu 3 événements majeurs. Le premier, ça a été le 7 mai, la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine. Il a repris Mishustin comme Premier ministre. Et dans l'ensemble, il y a assez peu de changements dans le gouvernement. Sauf concernant le ministère de la Défense. On l'a appris aujourd'hui. Vladimir Poutine a proposé Andrei Belousov pour remplacer Sergei Shoigu, changement qui a été approuvé, et un changement à la tête du ministère qui était très attendu, surtout après l'arrestation de Timur Ivanov, qui était donc vice-ministre de la Défense, je le rappelle, et qui a été arrêté pour corruption. Voilà. Shoigu va passer au Conseil de sécurité comme secrétaire à la place de Patrouchev, qui lui donc sera nommé à un autre poste qu'on ne connaît pas encore, mais on devrait le savoir bientôt. C'est ce qu'a dit Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe. Autre grand événement de cette semaine, ça a bien sûr été le jour de la victoire. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux, toutes celles qui nous ont envoyé des photos et des textes présentant leurs ancêtres qui ont combattu le nazisme pour le fameux régiment immortel international que nous avons mené sur notre chaîne Telegram. Ça a été un franc succès, les gens ont beaucoup apprécié. On a fait un petit sondage, donc vous avez été 96% à nous dire que vous voulez qu'on le refasse l'année prochaine. Eh bien, donc on le refera. Voilà, on le refera. Clairement, ça a été magnifique, une très très belle action. Moi, j'ai beaucoup aimé lire les histoires de vos ancêtres qui ont combattu le nazisme, et je trouvais que c'était bien qu'on donne cette possibilité aux uns et aux autres.
de découvrir eh bien, nos ancêtres qui étaient unis dans cette cause commune. Donc on le refera, ne vous inquiétez pas, et on essaiera de donner plus de temps pour que vous ayez plus de temps et de possibilités pour nous envoyer les informations. C'est vrai que ça a été un petit peu court pour certains. Et puis ce jour de la victoire, malgré les risques de bombardement, les gens se sont rassemblés en masse à Saour Mogila pour fêter le jour de la victoire. Les activistes ont rendu visite aux vétérans, à qui ils ont offert des cadeaux, des lectures de poèmes et même des mini-parades devant chez eux. Je vous renvoie à ma vidéo du 9 mai, vous pourrez voir, c'est, je trouve, très très beau. Très fort en émotion, et surtout le fait qu'il y avait des milliers de gens à Saour Mogila, c'était totalement inattendu. C'est-à-dire que normalement, comme je dis dans ma vidéo, ça aurait dû être cérémonie en petit comité pour respecter les règles de sécurité. Mais les gens ont dit non, 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 en fait ils sont venus spontanément par milliers sur la colline de Saour Mogila. Résultat, on a eu les hélicoptères de l'armée russe qui nous ont improvisé une espèce de parade aérienne et un mini feu d'artifice avec les leurres thermiques. L'un d'eux a lâché ses leurres thermiques devant Saour Mogila. C'était vraiment très émouvant, les gens ont beaucoup apprécié. Donc je vous renvoie à ma vidéo pour aller regarder ça. Et puis donc hier le 11 mai, ce fut donc le jour de la République, les 10 ans du référendum d'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Comme je disais, donc malgré le bombardement qui a eu lieu le matin même à Donetsk, eh bien l'événement clé qui était prévu à Chartiorsk, donc plus loin de la ligne de front, a été maintenu. J'ai donc pu assister à la reconstitution du territoire de la RPD sous forme de puzzle géant aux couleurs du drapeau de la République. J'espère vraiment arriver à vous publier la vidéo cette nuit. C'était aussi très émouvant, très beau de revoir ce territoire au complet. Les gens nous ont dit tout leur amour, leur soutien pour leur République et leur espoir de voir le territoire de la République populaire de Donetsk être bientôt totalement libéré. En tout cas, voilà, la situation militaire continue d'évoluer. La semaine qui vient, je serai très très prise par un événement important, je vous en parlerai après, mais donc ne vous inquiétez pas de voir très très peu de publications de ma part. Les collègues vont s'occuper de la chaîne Telegram en mon absence, et la semaine prochaine je vous retrouverai pour un nouveau rapport de situation hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien.